Day Trading, le podcast, la peur, amie ou ennemi du trader, deuxième partie. Un beau bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. On poursuit notre aventure et on va se lancer directement dans le vif du sujet cette fois-ci parce qu'il y a quand même du matériel là, qu'on voit devant nous puis on veut s'assurer qu'on en couvre le plus possible dans le temps qu'on a d'allouer. Je voulais revenir, je suis toujours en compagnie de François et Paul et dans le fond, je voulais revenir sur, dans le fond, la dernière peur qu'on avait parlé dans le podcast, dans le dernier podcast, la peur de laisser courir notre profit. Parce que moi, j'avais la réflexion, je disais, OK, si, mettons, je suis déjà à profit, je vais laisser courir mon profit, je peux apporter mon stop-loss à break-even ou à perte zéro. Et malgré ça, j'ai toujours une peur parce que je me dis, crime, je vais me faire sortir, puis dans le fond, je vais finir à zéro au lieu d'avoir un profit. Là, François, il y avait une belle technique, dans le fond, à nous partager. Donc, François, je te cède la parole pour nous expliquer ça. Oui, c'est ça. Dans l'autre podcast, Paul, il dit, François, j'entends des bruits de fond, j'entends des ding-ding. Mais j'ai dit parce que je suis en train de transiger live pendant le podcast parce que j'ai une position. J'ai une position présentement. Là, on est le 29 septembre, midi. Et puis, j'ai une position sur le S&P 500. Il est down 2% aujourd'hui. Et puis, j'ai fait un achat, c'est quand même technique, là, mais à 36,50. Et puis, j'ai pris un profit partiel. Et puis, pour la balance de ma position, j'ai mis mon stop à break-even, comme Patrick parlait. Break-even, c'est notre prix d'achat. Donc, j'ai mis pour la balance de mes achats, j'ai mis un stop à 36,50. Donc là, j'ai une trade gratuite. Donc, j'ai pris un profit partiel. Et puis, pour la balance, si ça va toucher 36,50, je vais sortir à zéro. Donc, je vais avoir pris quand même un profit partiel. Mais c'est ça, là, je suis en train de tester le dernier point qu'on parlait, là, la peur de laisser courir nos profits. Donc, je vais regarder en parallèle ma position, mais je vais essayer de rien faire. De toute façon, je suis quand même concentré sur le podcast et puis on fait des interventions. Donc, j'ai pas trop la tête à transiger. Donc, mon stop est dans la machine. Et puis, on va voir là, dans les prochains podcasts, là, si je suis encore en position, je vais vous dire comment s'est développée cette position-là. Puis si je réussis à battre mon ratio 2-1 ou 3-1, comme on parlait dans l'autre podcast. Fait qu'en résumé, t'élimines la perte possible. Parce que tu élimines même d'avoir fait ça pour rien parce que tu as déjà un profit, tu le gardes, puis tu te permets d'aller en chercher plus, dans le fond. C'est la technique de mettre la technique de mettre un stop à break-even, ça s'applique sur le Forex, sur les contrats à terme, sur le marché des actions. On avait déjà parlé, je crois, dans les techniques, dans d'autres podcasts, là, des techniques pour transiger. C'est une belle façon de sécuriser des gains et puis après ça, avoir une position gratuite. Donc, si le marché, en fin de journée, il rallie, ben, je vais avoir fait... comme l'expression, là, je vais l'avoir mis au baseball, je vais l'avoir mis l'autre bord de la clôture. Donc, on va espérer que la prochaine heure des prochains podcasts, ça va être j'espère que ça va être un podcast payant. Moi, j'entends en tant que psychologue invité, là, j'écoute vos échanges sur le langage du trading, puis en temps réel, ça suscite de la peur à l'intérieur de moi. Donc, je suis bien placé pour pouvoir le gérer, par contre. Mais je le vois à l'intérieur de moi bouger cette tension-là. Puis je me dis, je ne maîtrise pas bien ce langage-là. Il y a plein de mots que je n'ai pas compris. Là, je ne sais pas si je vais réussir cette chose-là. Puis je crois que ça fait partie également du monde du trading, cette peur-là de ne pas bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ça pourrait inciter certaines personnes peut-être à décrocher de l'apprentissage de cet univers-là de manière prématurée. L'acronyme KISS, Keep It Simple, Stupid. Il faut garder ça simple. Des fois, je mets des graphiques, puis le monde pense que ça prend des 50 moyennes mobiles, ça prend un tableau de Picasso. Il faut que ça ait l'air compliqué pour que tu aies l'air intelligent. Des fois, le monde dit, François, tes analyses sont simples. Ben oui, des fois, il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. Il faut garder ça simple, puis il faut garder le monde, comme tu dis, accroché. Parce que si tu rends ça trop compliqué, comme tu dis, le monde décroche rapidement. Puis là, il abandonne. Donc, il faut y aller très simple pour débuter. Puis, c'est pas parce qu'on a 10 indicateurs qu'on est meilleur ou que ça va fonctionner. Des fois, juste un graphique avec 2-3 indicateurs, puis c'est correct, là. Mais bon, on va continuer. La peur de perdre. Oui. La peur de perdre. Oui, ça c'est...
Ça, c'est triste, mais la peur de perdre, c'est une réalité aussi. Là. Ça doit être une des choses qui nous empêche de peser sur le bouton, comme on disait tantôt. Tu as peur de perdre. Je crois que c'est relié avec ce qu'on a discuté dans le premier podcast sur le FOMO. Là. Ouais. Une perte, c'est à quelque part pas seulement une perte d'argent, c'est une perte de ressources et donc une perte de sécurité sur mon désir de survie. On est des bébites sociales qui cherchons à survivre. Moi, j'aime ça le résumer à sa plus simple expression comme suit en disant « L'être humain n'est pas fait pour être heureux. Il a le potentiel d'être heureux. Mais le potentiel, c'est comme l'épanouissement de la fleur. Ça ne survient pas à tous les moments de la vie de la fleur. Donc, la fonction de base de l'être humain et de la biologie, c'est chercher à survivre. Donc, quand on a peur de perdre, c'est un réflexe de survie qui s'allume à l'intérieur de nous. Il faut apprendre à connaître nos réflexes pour pouvoir réfléchir. C'est quand même profond, qu'est-ce que tu dis? C'est l'humain n'est pas fait pour être heureux. C'est quand même... c'est intense. Le potentiel. Le potentiel d'être heureux. Une chance qu'il y a le potentiel. Oui, une chance. C'est bon. Oui. Okay. Garder le moral. Mais tout comme des gens veulent parfois essayer de ne plus avoir peur, puis là, ils se déconnectent de leur propre ressenti, il y a des gens qui vont se noyer dans le désir d'être heureux, puis ils vont scraper leur vie par désir de développement personnel. OK. On écoute. Oui. Tout ça est relié un peu avec un autre thème qu'on avait planifié là, sur l'ego qui cherche à avoir raison ou l'ego qui ne veut pas avoir tort. Exact. À quelque part, on voit à quel point on est en lutte à l'intérieur de nous. L'ego, ça a une fonction défensive. Ça ne sert pas à être heureux, ça non plus. Vouloir, le fameux vouloir battre le marché, on en a parlé dans l'autre podcast. Tu sais, des fois, l'ego, quelqu'un qui a un fort ego va dire, ben le marché, il va faire ça, je le sais. Non, on ne sait rien, puis le marché est tout le temps plus fort. Tu as beau transiger des petites quantités ou à un moment donné des grosses quantités, le marché c'est comme le casino. Pour faire un parallèle, il va prendre tout l'argent, peu importe comment tu en as, il va le prendre. Fait qu'il ne faut pas se penser plus fort ou plus intelligent que le marché. Fait que l'ego, il faut le garder de côté pour le trading surtout. Là. C'est un défi de rester humble. Tu sais, quand on a, mettons, une série de trades gagnantes, tout d'un coup, on est comme au-dessus de nos affaires. Ah oui. Donc, l'ego, il est élastique là-dedans. Là, mais tu sais, l'ego, tu l'as dit, pas la peur d'avoir tort. Puis, dans le fond, c'est particulier parce que même un enfant, quand il fait une erreur, le réflexe qu'on voit à plusieurs endroits, là, sans être psychologue, mais je suis bien nul, et que je suis nul. Puis, ils vont sortir ça. Puis là, moi, j'essaie d'expliquer à mes enfants, je dis, c'est pas d'être nul. C'est comme je dis, papa, t'aimerais-tu ça qu'on ait fait un tour d'hélicoptère, puis c'est papa qui va piloter? Il dit, ben, es-tu capable de faire ça? Je dis, ben non, on va se tuer si on fait ça. Fait que je suis nul en pilotage d'hélicoptère, mais ça me dérange pas parce qu'on est tous pourris dans quelque chose, mais on a une opportunité de devenir meilleur, par exemple. C'est ça, j'essaie de le growth mindset, l'esprit de la mentalité de croissance. J'essaie d'inculquer ça, puis de voir l'erreur ou le fait d'avoir tort comme une opportunité. Mais ça, c'est les enfants, mais c'est aussi les grands. Il y a bien des gens qui ont cette difficulté-là. Là. Mais abaisser sa valeur soi-même, c'est une stratégie, ça, pour se faire aimer par les dirigeants de la tribu. Okay. Quand l'enfant dit « Ah, je suis poche, hein? » il est en train de dire « Je baisse ma valeur, donc j'accepte ton autorité. » Moi, je n'ai pas de valeur décisionnelle. C'est toi qui as le pouvoir décisionnel. Mais on voit ici à quel point c'est similaire à un chien qui va se rouler sur le dos puis montrer son ventre. C'est un réflexe de soumission qui sert à se faire accepter par la tribu. Donc, l'enfant, moi, plutôt que de lui dire « Ben non, c'est pas vrai que t'es pas bon », moi, je ne nierais pas son expérience. J'irais plutôt dire « Ça se pourrait-tu que tu sois un petit peu plus insécure que ce que tu pensais aujourd'hui? » là, ou ça... Bref, j'irais vers la validation de l'expérience pour l'aider à ce qu'il se relève de lui-même. Je ne nierais pas son réflexe. OK. Je prends des notes. C'est gratuit aujourd'hui. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant. Mais là, ce qui est le défi quand on est trader, c'est que l'autorité, c'est face à nous-mêmes. Là, on est face à soi-même. Il n'y a pas au-dessus de moi. Fait que ça nous joue des tours, un petit peu, cette réflexion. C'est pas totalement vrai. En réalité, il y en a un au-dessus de nous-mêmes. Les vieilles
les vieilles théories en psychanalyse, ils diraient que c'est le surmoi. Ça, c'est dépassé depuis longtemps, là, ces théories-là. Mais on pourrait dire que c'est la conscience morale, c'est un cousin de l'orgueil. Puis le traitement à l'orgueil, c'est l'humilité. Un peu comme tu as mentionné tout à l'heure, faire preuve d'humilité, c'est abaisser les choses dans une grande simplicité. Mais si on ne l'abaisse pas volontairement, de manière humble, les choses, ce qui va arriver, c'est qu'on va se ramasser brisé au sol, mais avec un autre mot qui s'appelle l'humiliation. Ça se ressemble à ça, l'humilité puis l'humiliation. Les deux, ça commence par pas sûr. Mais ça veut dire la terre en grec. Donc, soit je abaisse moi-même le niveau de stress en étant humble, ou soit je résiste, puis j'essaie de battre le marché, puis là, le marché va me briser, brisé par la vie et le marché, là, je suis humilié. Il est beaucoup plus douloureux, je crois. Oui, puis on peut peut-être plus trader ensuite, après avoir été humilié. Peut-être que ça crée des blessures épouvantables dans la personne. Même, ça peut devenir comme des traumatismes, ça peut devenir quelque chose qui va s'ancrer en nous, là, je pose la question. Oui, il y a des gens qui vont même s'enlever la vie après avoir été traumatisés, humiliés, brisés par certains contextes économiques. Pour faire un parallèle avec ce que Patrick a dit, il parlait de ses enfants. C'est pas parce que papa, il sait pas comment conduire un hélicoptère qui est pas bon. Il est pas bon là-dedans, mais il est bon dans plein d'autres affaires. Mais c'est la même affaire dans le trading. Quand on perd de l'argent ou qu'on n'a pas fait, on a une mauvaise séquence, puis je l'ai vu, là, j'ai côtoyé des traders, il faut pas que ça nous affecte. Ça nous affecte personnellement, mais pas profondément. Mais où je veux en venir, c'est que tu peux avoir des mauvaises transactions, puis la personne, parce que il perd de l'argent, parce que l'on parle de trading, il va dire « je suis pas bon », puis ça va affecter sa psychologie. Tu sais, personnellement, c'est pas parce que tu as fait des mauvaises transactions que tu n'es pas bon à plein d'autres affaires, mais je l'ai vu, là, puis j'ai un bon ami, tu sais, qui s'est suicidé, là. Je l'ai déjà raconté, je crois, dans un autre podcast, mais c'est pas parce que tu es un mauvais négociateur, puis même que tu as perdu de l'argent pendant un an ou que tu n'as pas réussi, tu n'as pas succédé, tu n'as pas eu de succès en négociation que tu n'es pas bon dans d'autres affaires, mais ça vient tellement te chercher personnellement. Tu te dénigres, tu dis « Colin, je suis pas bon. » OK, ça se peut que tu ne sois pas un bon négociateur, mais tu peux être un très bon entrepreneur, tu peux être très bon dans quelque chose d'autre. Puis c'est un jeu, la bourse, j'aime pas ça dire que c'est un jeu, là, mais tu sais, transiger, ça peut être un jeu dangereux parce que ça peut venir nous chercher psychologiquement, là. Puis je parle par expérience, là. Je n'ai côtoyé beaucoup des négociateurs, puis il y en a beaucoup qui ne sont jamais remis. La semaine passée, je parlais à quelqu'un, puis je disais « Colin, t'as-tu eu des nouvelles de lui? » Je ne veux pas le nommer, mais il a dit non, puis il dit j'ai demandé est-ce qu'il transige encore? Il dit non, il arrête pas de. Il dit c'est comme un mauvais souvenir. Puis là, il est tout seul chez lui, il fait rien, il cherche pas d'emploi. Je dis Colin, qu'il se reprenne en main, c'est pas parce que tu es un mauvais négociateur ou que ça n'a pas fonctionné que tu es pourri dans tout. Donc, c'est un jeu dangereux. Donc, je ne me souviens plus dans quelle section du podcast qu'on était, là, ou dans quelle valeur, mais oui, vas-y, Paul. Je crois que c'est relié avec la notion de valeur puis de pouvoir. Puis quand on injecte du pouvoir dans une activité, si on a à l'intérieur de nous des zones aveugles, des blessures, ben c'est un petit peu comme si on gonflait un ballon dans lequel on avait fait des scratchs à la base. Il y a des bonnes chances qu'en gonflant le ballon explose plus vite que s'il n'avait pas de scratch dessus. Donc, la gestion du trading, moi, je le perçois beaucoup dans une perspective de gestion de la valeur, gestion du pouvoir. C'est difficile de gérer du pouvoir. Puis, il y a certaines personnes que ça va les fragiliser tellement fort que ça les ramène dans leur apprentissage d'enfance là, sur comment fonctionne l'autorité, le pouvoir, les limites, ma propre valeur. C'est un sujet sensible. Le Doc Mayou dirait c'est à cause de son père. Ou sa mère, aucun rapport. On pourra le couper au montage, mais le Doc Mayou, c'est tout le temps relié. Non, on le coupe pas. C'est plus relié aux mères, selon ce qu'il dit. Lui, c'est à cause de la mère. OK. Ouais. Bon. On continue dans notre aventure. Donc, le prochain point qu'on avait dans notre liste, la peur de laisser de l'argent sur la table. Comment on peut décrire ça? Ça se fait dans tous les domaines aussi, en entreprise, on le voit partout, là. De manière spontanée, moi, je vous dirais qu'on pourrait le relier avec l'expérience du biscuit ou l'expérience de la guimauve. Ça, c'est une expérience en sciences sociales qui a été faite sur des enfants dans laquelle on leur présente l'option suivante. Veux-tu
le biscuit qui est présent là. Puis là, les enfants, c'est sur le bord de l'heure du midi ou d'aller manger. Ils disent, bien sûr. OK, bon, je te laisse ici. Ne touche pas au biscuit. Je vais quitter la pièce. Si tu n'as pas mangé le biscuit quand je vais revenir, tu vas avoir 2 biscuits. Mais si tu as mangé ou grignoté le biscuit quand je vais revenir, ben, tu n'auras pas le 2e biscuit. On est d'accord? Puis là, l'enfant dit oui. L'expérimentateur sort de la pièce. Et là, c'est filmé avec un miroir sans teint. Puis on voit le comportement des enfants. Si vous tapez ça sur YouTube, là, l'expérience de la guimauve ou l'expérience du biscuit, vous allez voir plein d'exemples super éloquents d'enfants qui se torturent sur leur siège. Et c'est un petit peu comme s'il y avait de l'argent sur la table. Et c'est relié avec le rapport qu'on entretient à la gratification immédiate. Il y a des gens qui ne sont pas capables de tolérer le fait d'avoir une opportunité de plaisir devant eux, puis ils vont tout de suite la consommer. Alors que d'autres personnes vont être capables de délayer dans le temps la prise du plaisir, mais ça veut dire qu'ils sont capables de tolérer l'incertitude à l'intérieur d'eux en disant « Ah ben, OK, je vais attendre un peu, là, même si le biscuit est devant moi, je ne vais pas le consommer ou je ne vais pas prendre mon trade peut-être tout de suite. Attendre un petit peu. » Et cette capacité-là à s'inhiber soi-même, elle s'installe à peu près vers 3 ans là, dans le cerveau de l'enfant. Puis elle perdurerait toute la vie d'un adulte. Ça se développe aussi, j'imagine? On peut le travailler, ça? C'est quelque chose qu'on... Ça se développe, mais il y a à peu près seulement 30% des gens qui vont le changer au cours de leur vie, tellement que c'est difficile. Okay. Mais ça se pratique avec l'observation de notre monde intérieur. Okay. Faut pouvoir passer du temps à développer du contact avec notre ressenti physiologique, puis être soumis à des tentations, puis observer la tempête intérieure qui s'agite. Mais c'est comme si, je vous recommande, dans le fond, d'apprendre à souffrir. Ouais. Donc, on se transforme, on passe de cigale à fourmi en apprenant à souffrir. Mais là, tu parlais de biscuits et de guimauve. Et où la guimauve dans l'histoire? Parce que moi, j'étais un négociateur, puis j'ai dit, apporte-moi le biscuit puis le guimauve, je vais te faire un beau s'mores. Mais là, il est où le guimauve dans l'histoire? Là? OK, c'est une joke plate. Moi, pour moi, la peur de laisser l'argent sur la table, c'est de dire, est-ce que mes positions sont assez grosses? Est-ce que, c'est un peu du doute, c'est de dire, est-ce que je devrais augmenter mes positions? Où j'en suis dans mon cheminement à moi, là, c'est plus ça que... Parce que si je fais les mêmes transactions, le même nombre de positions, puis que mes positions, par exemple, sont 10 fois plus grosses, puis que je suis à profit, ben, je fais 10 fois plus d'argent. Là. Je peux en perdre 10 fois plus aussi de l'autre bord, là, c'est sûr. Mais c'est un petit peu ça dans la réflexion de dire, je laisse de l'argent sur la table, je ne vais pas à la hauteur de ce que je devrais. Là. C'était ça. Donc, seras-tu capable d'inhiber ton réflexe de vouloir récupérer tes gains ou de vouloir éviter la perte? Oui, c'est ça. Donc, c'est la capacité de le freiner, cette chose-là. Ouais. Dans le cerveau, là, ça se situe dans une zone qui s'appelle le lobe frontal ventromédian. C'est un gros terme, mais ça veut dire entre les 2 hémisphères du cerveau, derrière les yeux, là, dans le lobe frontal. Donc, il y a une petite structure là, qui va se prolonger jusqu'à l'intérieur du cerveau, puis elle sert un petit peu de frein. Et ce frein-là, il est perturbé par la consommation d'alcool et perturbé par l'état de désir sexuel. OK. Donc, si vous voulez faire du trading en étant bien concentré, je vous suggérerais peut-être d'être modéré sur vos fonds d'écran avec des éléments peut-être moins distractifs ou moins excitants pour pouvoir être capable de mobiliser ce que vous avez de plus rationnel comme capacité de focus. Et peut-être aussi de ne pas trader lorsque vous êtes en état d'alcoolémie avancée. Très sage, pas besoin d'un doctorat pour conclure ça. C'est la base, c'est la base. Mais il doit y avoir plein de gens qui tradent en buvant de l'alcool. Là. Oui. Quand j'étais sur le parquet, on allait luncher de midi à 2h, puis il y en a qui revenaient avec une bouteille de vin dans le corps. Puis aujourd'hui, le monsieur, il conduit des taxis. Là. Donc, mais des fois, il y avait des bons coups, mais au bout de ligne, ça ne fonctionne pas. Là. Mais ça enlève les inhibitions, mais c'est surtout, même on parle de trading, des fois, encore là, je ne veux pas le nommer, je dis, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Il transigeait beaucoup plus gros. Mais là, après ça, tu le sais pourquoi. Là. Donc, on devient plus King Kong avec de la boisson. Mais là, c'est des vieilles histoires, mais c'est bien réel, qu'est-ce que Paul explique. Ouais.
Oui. On termine cet épisode-là avec une dernière question, en fait, que j'aimerais couvrir. Puis, dans le fond, c'est la peur d'avoir peur. Hein? De ressentir le feeling d'avoir peur. Est-ce que ça fait partie? Je pense que c'est non conscient, si on veut, quand on a ça, mais est-ce qu'il y a bien des gens qui vivent ça? C'est la peur de souffrir, en fait, qui vient avec ça, là. Oui. Vivez-vous ça, vous autres? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur d'avoir peur? Non. Je me souviens pas. Moi, oui. OK. Oui. On va être honnête, là, la peur d'avoir peur, oui, ça peut m'arriver. Mais c'est relié à l'inconfort. C'est que l'être humain, il est capable de ne pas être heureux. Et c'est facile. Grâce à notre imagination, on est capable de s'éloigner de ce que notre corps ressent. Mais à la base, ça avait une fonction, avoir peur. Donc, si les gens ne laissent pas jouer leur rôle à leurs émotions, bien là, ils peuvent avoir peur de ressentir un inconfort. Puis là, ils ont peur, d'avoir peur, et c'est comme si on installe une zone de distance de plus en plus grande entre le signal de base là, qui avait une fonction là, qui disait « fais attention ». Donc, si j'ai tellement peur d'avoir peur qu'un jour, je n'ai plus peur de rien, ou je me recule jusqu'à un point de ne plus sentir ma peur, ben, je peux traverser une rue sans regarder parce que « Ah non, moi, je veux surtout pas avoir peur. Hein? » Puis là, poum, je me fais frapper. Laissez-vous avoir peur. Moi, ça serait ça mon mot de la fin pour ce podcast. Ça serait essayer d'apprivoiser votre peur. C'est correct d'être inconfort puis de souffrir. Ça se régule. C'est possible de le réguler. Il faut développer le sentiment de sécurité en contact avec le réel. Très intéressant. Alors, on va se quitter là-dessus pour cet épisode-là, mais on poursuit encore avec un 3e épisode et avec joie. Je suis très content parce que, dans le fond, je me rends compte que c'est un seul thème, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Puis après ça, ben, on a tous des devoirs à faire là-dessus puis d'apprendre à mieux se connaître. Alors, je vous souhaite un beau 2 semaines à tous, puis on se retrouve dans notre aventure. On poursuit ça ensemble dans 2 semaines. Bon trading!